Bonjour à tous, bienvenue sur Xamcast, le podcast qui parle de Neuchâtel Xamax, fait par des fans pour des fans. C'est déjà le 12e épisode de cette saison 3 et comme au mois de septembre, pause internationale oblige, pas de match, de Challenge League à débriefer cette semaine. Donc on a dû un petit peu, s'inventer, se réinventer pour vous proposer quand même un épisode et du contenu au sein de cet épisode. Donc on va en profiter pour ouvrir une nouvelle page de notre rubrique Match de légende. Ensuite, on vous l'avait promis dans le dernier épisode, on parlera, du match de la Nati, du premier des 2 matchs de la Nati lors de cette, pause internationale du mois d'octobre, de l'équipe suisse de football évidemment. Ensuite, vous avez voté sur Instagram pour, choisir le championnat qui va être, préparé, enfin briefé, l'un des grands championnats européens et puis ensuite, nous, brieferons le prochain match et puis je constate que j'ai oublié mes bonnes manières puisque j'ai d'habitude, je commence toujours par saluer mes collègues podcasteurs, Xamcasters et j'ai oublié mes obligations et je m'en excuse. Alors salut Osvaldo. Salut Mirko, pour une fois que ça t'arrive. Ouais, ça va, personne n'est parfait et salut Varam. Salut Mirko, salut tout le monde. Pourtant, j'ai mon script, bien en face de moi, mais voilà, j'étais tellement, préoccupé par le programme et à le mettre dans le bon sens que j'en ai oublié mes bonnes manières et bien sûr, bonsoir à vous, chers auditeurs. Voilà, le programme est fait du coup, donc on peut passer directement, à la première rubrique. Nouvelle rubrique, nouvel épisode de la rubrique match de légende et puis je vais peut-être commencer par une question à vous, chers auditeurs et à vous, mes 2 collègues animateurs du soir. Messieurs, qu'est-ce que vous faisiez le 18 février 2007? C'était un dimanche. Alors Osvaldo, j'ai ma petite idée, hein, tu dois pas t'en rappeler. Très franchement, non. Je n'allais pas encore au stade avec assiduité à l'époque. Peux-tu rappeler à nos auditeurs quel âge tu avais en 2007, en février Alors 2007? en février 2007, je venais d'avoir 16 ans. Ah quand même. Voilà. Donc, tu étais pas encore, voilà, un fidèle de Xamax à l'époque. Tu nous l'avais dit, hein, c'était venu un petit peu plus tard. Varam, Ouais, toi, j'ai tu commencé à suivre les résultats. Je commençais à suivre les résultats, pardon, commençais à l'équipe. suivre les résultats, ouais. Mais je Va savais que c'était une bonne saison de Challenge League dans laquelle on avait des chances de monter, on va dire. exactement. Varam, toi, tu as probablement une idée plus précise de ce que tu faisais à cette date-là. Ouais, bah tout à fait. Bah, dans le secteur des 4 pour le match, voilà. Donc, ouais, ouais, j'en garde quelques bribes et quelques souvenirs, effectivement. Effectivement, c'est un match, et peut-être vous, chers auditeurs, vous faisiez partie des 12 000 heureux, oui, oui, 12 000, enfin 11 997 pour être précis, chanceux qui avaient pu obtenir un billet ce jour-là pour l'inauguration, bien entendu, vous l'aurez compris, du nouveau stade, de la Maladière. C'est une date, on va dire doublement historique quand même parce que, voilà, c'était l'inauguration du stade et en plus, c'était un derby neuchâtelois et c'est le dernier derby neuchâtelois en date, en championnat, à l'heure actuelle puisque, bah, voilà, Neuchâtel Xamax continue à évoluer, même s'il y a eu la faillite entre-temps, mais a beaucoup évolué dans le monde du football professionnel alors que le FC La Chaux-de-Fonds disputait un peu cette dernière, saison dans le football professionnel avant de tomber, à l'époque en première ligue classique. Il n'y avait pas encore la Promotion League. Donc voilà, doublement historique. Alors cette inauguration du stade, ben, ça fait un peu moins de 3 ans, hein, que, tous les supporters de Neuchâtel Xamax, l'attendaient. Le dernier match, en fait, dans l'ancienne Maladière avait eu lieu le 29 mai 2004. C'était le barrage aller, en fait, contre le FC Vaduz. Neuchâtel Xamax s'était imposé 2-0 avant de sauver sa peau in extremis 2 jours plus tard dans un match dont certains de nos invités ont déjà reparlé à notre antenne, mais qu'on aura l'occasion peut-être d'évoquer aussi dans une rubrique de match de légende, synonyme de maintien. Mais quelques jours après, c'est la démolition, de l'ancienne Maladière
Il y avait vraiment une volonté commune entre le club, mais surtout la ville de Neuchâtel, de proposer un complexe plus moderne qui ne contenait pas juste le stade de football, mais voilà, avec un centre sportif à l'intérieur aussi, mais surtout un centre commercial et un espace, urbain. Varenne, je sais pas si tu te souviens à l'époque où, les premiers plans étaient apparus, peut-être Osvaldo, tu t'en souviens toi aussi, mais c'était un projet assez ambitieux, hein, à l'époque pour la ville de Neuchâtel et puis surtout quand on avait compris que le stade allait être surélevé par rapport à l'ancienne Maladière, c'était un choix qui pouvait un peu surprendre à l'époque. Bah, oui, oui, alors, complètement. Bah, c'est vrai que quand les premières images étaient sorties, on se demandait si c'était pas, un prank. Je Honnêtement, à l'époque, c'est vrai que je me rappelle que ça semblait un truc, vraiment énorme et c'est vrai que pour l'époque, ça semblait hyper, futuriste, parce que c'est vrai que à l'époque, on va dire ce genre de complexe n'était pas très fréquent, et puis c'est vrai qu'on avait été ouais, on avait été agréablement surpris par, le projet et puis, bah, on se demandait si ça allait voir le jour ou pas. Enfin voilà, ça semblait un peu, surréaliste. Moi, c'est vrai que, en tout cas, je trouvais ça hallucinant, à l'époque et puis, bah, finalement, ça s'est, concrétisé. Mais c'est vrai qu'au début, on avait un peu de la peine à y croire, même si on était évidemment énormément attachés, à l'ancien stade et que ça nous a fait bizarre quand ils nous ont dit qu'ils allaient le démolir parce que dans ce stade, on a eu des souvenirs incroyables, même si le stade effectivement, on on sentait qu'il commençait à prendre, de l'âge et qu'on y était vraiment, attachés. Mais c'est vrai qu'à l'époque, ça avait fait, l'effet d'une bombe cette nouvelle. C'est ça, puis c'était aussi un des premiers stades qui proposait uniquement, des places assises, hein. Il faut le rappeler, dans l'ancienne Maladière, la plupart des gens étaient quand même debout, hein, dans le stade. Fini les pesages, fini les copes complètement debout derrière les buts. Donc voilà, c'était des choix modernes comme tu le disais à l'époque. Maintenant, ça peut sembler anodin. Pratiquement tous les stades qui se sont construits ou reconstruits depuis ont adopté un peu ce modèle de stade moderne et puis il y en a aussi plusieurs qui ont des complexes de supermarchés, à l'intérieur. Mais à l'époque, c'était vraiment très, très, novateur. Donc voilà, depuis 2004 jusqu'à, du coup, début 2007, il y a eu, voilà, pratiquement, 3 ans de travaux, ouais, 2 ans et demi de travaux. Pendant ce temps, ben, voilà, Neuchâtel-Xamax a dû s'exiler du côté de la Charrière. Alors, voilà, c'était même si c'était pas très loin, hein, d'aller à la Chaux-de-Fonds pour ces matchs, Varam, c'était quand même, c'était pas la même chose, hein, d'aller voir Xamax à la Charrière. Non, alors même si je garde de très bons souvenirs avec la tribune, c'est vrai que d'aller là-haut, c'était compliqué. Heu, En plus, moi, je me rappelle d'avoir vu des matchs dans des conditions, mais extrêmes, avec de la neige, avec une bise. Une fois, je me rappelle que, j'avais même, pris mon petit frère qui devait avoir, je sais pas, 5-6 ans, à l'époque et on était montés et il faisait un froid, mais c'était terrifiant, quoi. Franchement, j'ai jamais eu autant froid que ça dans ma vie, quoi. C'était terrible. La pelouse aussi, dans des états, mais pas vraiment, mais incroyable. Et je me rappelle aussi, et ça c'était le pire du pire du pire, que, la pelouse avait été tellement abîmée qu'on avait dû jouer certains matchs à la Pontaise à Lausanne et je me rappelle d'un ignoble match, un 0-0. Je sais plus si c'était Arras ou Vaduz ou Lucerne, je me rappelle Ah, plus ça correspond à l'équipe, la définition de Vaduz, c'est ces matchs ignobles, mais peut-être. mais je sais que le match était déjà épouvantable, mois de février avec une bise, mais horrible. J'en garde un très, très mauvais souvenir et je pense que dans le stade, on n'était même pas 1000. Donc ouais, c'était assez, pénible, on va dire et là, dans cette période-là, je pense qu'on se réjouissait tous d'être dans notre, nouvelle enceinte parce que c'était assez folklorique, on va dire, d'être tiraillé entre la Charrière et même, la Pontaise pour, 2-3 matchs. Donc c'est vrai que, ouais, là, on n'en pouvait plus, quoi. C'est Moi, ça, je suis voilà, très, très Pontaise content n'est que je pas non puisse plus un encore modèle éviter. pour le froid, hein, on est d'accord. Oui, Osvaldo? Moi, je suis très, très content quand même d'avoir évité ça parce que je pense que oui, il y a certainement quelques bons souvenirs, mais pour avoir vécu, quelques matchs à la Charrière, notamment
au mois de mars parce que j'étais allé voir quelques matchs, de ligue inférieure là-bas, dans les années suivantes. Je suis quand même très, très content de me dire que ce n'était pas, que ce n'était pas un domicile forcé, une fois toutes les 2 semaines. À l'époque, je pense que j'aurais pas apprécié du tout. Donc, personnellement, je suis très, très content d'avoir commencé à aller voir les matchs au stade, à la Maladière et dans la nouvelle Maladière. Je me suis dit que j'ai quand même évité quelques, quelques supplices, si Oui, je puis m'exprimer c'est ça, puis ainsi. ça avait même pas, amené plus de supporters, du FC La Chaux-de-Fonds parce qu'à l'époque, le FC La Chaux-de-Fonds a évolué en Challenge League, donc il y avait vraiment, une rivalité, entre les 2 clubs. Les supporters chaux-de-fonniers n'allaient pas voir les matchs de Xamax et vice versa. Il y avait encore cette rivalité forte, bas et haut du canton aussi dans le football. Donc voilà, ça n'avait pas amené plus de monde, au contraire, voilà, ça on va dire les ultras et les abonnés avaient suivi, mais les gens lambda, ah, tout d'un coup, paf, il fait beau, on va au match pendant le week-end, ben, ceux-là, ils venaient pas à la chaux-de-fonds. Donc voilà, il me semble que Raphaël Nuzzolo nous avait dit que ça avait été des années pas simples, d'évoluer là-haut, quoi. Donc voilà, mais tout ça, ça s'est terminé en février 2007. Alors peut-être le seul petit regret qu'on aurait pu avoir, c'était que ce match était une affiche de Challenge League, puisque voilà, malheureusement, lors de la saison précédente, Neuchâtel Xamax avait connu sa première relégation sportive de son histoire à l'issue d'un barrage mémorable dans les mauvaises mémoires pour nous contre le FC Sion. Et du coup, on était reparti, en Challenge League cette année-là, mais tu le disais avant Osvaldo, avec des ambitions puisque, voilà, Neuchâtel Xamax avait quand même conservé une bonne ossature de l'équipe, qui avait été reléguée la saison précédente, pardon, et en amenant quelques renforts intéressants. Donc ils avaient d'entrée affiché leurs ambitions pour remonter, directement. Donc ce premier match Et un s entraîneur ambitieux aussi, hein. Un mmh? entraîneur ambitieux. Tu parles de Ah, renfort, mais je pense que tout à fait, l'entraîneur qui était désigné on va y pour une mission arriver, on va y arriver. remontée, c'est quand même pas le dernier venu non plus. Non, tout à fait. Au moment de la reprise donc, Neuchâtel Xamax, est 2e du championnat derrière les surprenants, lucernois du FC Kriens. Alors on va pas refaire tout l'historique de la saison, hein, on sait comment ça s'est terminé pour nous. Mais Neuchâtel Xamax, outre l'inauguration du nouveau stade, entame aussi une opération remontada, hein, quand même parce que, dans une Challenge League où ça aurait pas été honteux, de ne pas monter, derrière un Servette ou un Lausanne-Sport, hein. Faut le rappeler, les 2 clubs évoluaient aussi en Challenge League à ce moment-là. Mais, derrière Kriens, voilà, ça aurait peut-être été un peu plus, compliqué. Bon, les Lucernois faisaient vraiment un championnat, très étonnant. On les attendait pas, aussi bien. Ils ont vraiment craqué dans le money time seulement. Avec un match dont on aura l'occasion de parler une fois dans une rubrique, parce qu'il mériterait d'être dans la rubrique des matchs de légende, celui-là par l'ampleur, enfin l'effet du résultat et puis le déplacement en masse des supporters xamaxiens, du côté du Kleinfeld, hein, je crois, c'était là à l'époque à Kriens. Et Oui, puis exactement. c'est ça, Ouais. hein, ouais, le Kleinfeld. Oui. Et puis, ben, du coup, c'était un duel, neuchâtelois, avec la réception du FC La Chaux-de-Fonds. Alors, on va commencer par la composition de Châtel-Xamax et tu l'as dit, un entraîneur Osvaldo ambitieux, un entraîneur qu'on espère avoir un jour, à l'antenne ici de Xamcast. On sait qu'il est consultant par moment du côté de RTN. Il bosse très, très fort du côté, des Young Boys. C'est, vous l'avez reconnu bien entendu, Gérard Castella. Il y avait vraiment, l'ambition et le projet de faire remonter directement Neuchâtel Xamax après avoir connu la relégation et il y est arrivé avec brio. Le gardien, messieurs, vous vous en rappelez, on pensait qu'après la non, il venait d'arriver, en fait. Il venait d'arriver, le gardien, Mmh. évidemment, c'était Pascal Zuberbuehler, hein. Oui, oui, il était arrivé, pendant ce mercato-là, hein. C'était Exactement. la Le grosse grain de surprise Séville. du chef de ce mercato, hein, qui venait de West Bromwich, en Angleterre et personne voilà, vraiment, je crois que Varane, il y a personne même Osvaldo, tu t'en rappelles? Personne ne pouvait prévoir que Zubi allait débarquer, pendant ce mercato-là. Faut dire que Massimo Colomba, qui avait été titulaire lors des premiers matchs, n'avait pas donné toutes les garanties. On avait pris un petit peu de retard et voilà, c'était un renfort, au poste de gardien, mais aussi un renfort pour, le mental, hein. On va pas se cacher, ramener une tronche comme Zoubi, c'était aussi, voilà,
a ramené du mental dans cette équipe et puis, il a magnifiquement accompli ce rôle. Défense à 4, messieurs, on va faire travailler un petit peu votre mémoire. 2 Ouf, alors là, Suisses, 1 Français, 1 Espagnol. Alors, Bell, le français. Oui, ouais, ça c'est facile. les 2 invités, les 2 Ensuite, Suisses, il y en a un qu'on a eu à l'antenne, ici, de euh, Xamcast. et s'il n'y avait pas Quenu ou bien Jacquet? Non, c'était oui, Queno, oui, il était titulaire lors de ce match. Ouais. Et Ensuite, ça c'était l'axe. Les latéraux, ça pouvait être qui? alors Queno était à gauche, ouais, donc latéral gauche de ce Ah, match. Quenu, il était latéral gauche. Ouais, Ok. Euh, ouais, Quenu, peut-être même Bell. avec l'espagnol, c'est peut-être le joueur le moins connu pour nous, Ah, Munoz. non, c'était pas Munoz, c'était Delgado. Et puis par contre le joueur suisse, alors lui, on l'a eu à l'antenne. On l'a eu même 2 fois à l'antenne il nous a fait le plaisir de venir lors d'un notre épisode spécial podcaston. Ah bah, un Geiger. Ouais, c'était Bastien Geiger, le Bah 4e oui, bah oui. défenseur. Ligne à 3, alors un franco, polonais, on va dire ça comme ça, un suisse, Likovic. ouais, Johnny Slikovic, un, tessinois et un suisse-allemand, bien suisse-allemand. Alors, Lombardo et Bettig, ça Voilà, devait être. c'était Lombardo et Bettig, effectivement. Et puis les lignes d'attaquants, alors 2 suisses-allemands et une légende de notre club. Alors, je dirais Bielli, Merenda et Colli, peut-être? Une légende de notre club, Nozzolo. c'était Ah, Nuzzolo, Nuz, oui, ouais, oui. Nuz. Colli, Ah oui. il était remplaçant lors de ce match. Il était rentré en cours de jeu, mais il était là, mais il n'était pas titulaire. Ouais, Et c'est puis, du juste. côté du FC La Chaux-de-Fonds, il y a quand même quelques noms qui vous rappelleront des bons souvenirs. Je dirais, il y en a surtout 3, puisqu'ils ont évolué aussi sous les couleurs xamaxiennes avant ou après cette expérience. Alors, le gardien, on l'a reçu à l'antenne ici, vous vous en rappelez, messieurs. Il Ah avait ouais, fait un le match grand énorme. Luca. Il grande Luca, ouais, Luca Ferro. Luca, d'ailleurs, si tu nous écoutes, on te salue. La défense, alors si vous en trouvez un, bravo, hein. Il n'y avait pas Vichy? Non, Kylian, il était pas sur le terrain, en tout cas. Et peut-être qu'il était dans l'effectif de La Chaux-de-Fonds, mais en tout cas, là, il était Il pas n'y sur avait pas le le français terrain. Jérôme Sonra, qui avait Tout joué à aussi fait. à Lausanne. Joli, Ouais, ouais. Jérôme Sonra. Il y avait Jérôme Ils Sonra, ouais. avaient. Ouais, 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 non, non, mais ouais. Euh, qui est-ce qu'il pouvait avoir encore? Sonra? Ouais, les autres, c'est vraiment compliqué, hein. Il y avait Raphaël Darbelay, Saïdou Kébé Ouais, et Alexandre Barroso. ouais, Voilà, ouais, c'est ouais, ouais. franchement difficile. Alors, au milieu de terrain, il y a 2 noms qui sont quand même, qui rappelleront quand même des souvenirs, puis un qui est aussi une légende xamaxienne. Bah, il y avait Doudin, je Ouais, pense. c'est ça. Il y avait Charles-André Doudin, effectivement. Ils n'avaient pas aussi un Bouziane Il y avait Sid Ahmed Bouziane, effectivement, ouais, qui lui, qui était super fort. ouais, ouais, qui était Putain, mais lui, gaucher super fort. Et puis le troisième, il a aussi fait Ouais. une jolie petite carrière, en Suisse, mais je pense c'est du côté de La Chaux-de-Fonds et de Sion, qu'il a fait ses plus belles années. C'était Ah, ça. Enes Ouais. Ferminho. Ah oui, il était très très bon. Il était très très bon. Ouais. Ouais. Et puis au d'ailleurs, niveau des Bouziane, attaquants, il y Bouziane, en juste a oui, une parenthèse sur Bouziane, mais le gars des années plus tard, bah, il a fait partie de l'équipe du FC Le Mans qui va en quart de finale de la Coupe en sortant Young Boys et il met un but absolument incroyable au Châtaignier, hein, soit dit en passant. Donc quelques années plus tard, il s'offre aussi une belle épopée avec un club que personne attendait puisqu'ils avaient sorti quand même Ville et IB en jouant en Promotion League, les mecs. ouais. Non, mais C'est Bouziane, c'était il a bien bourlingué, hein, en Suisse, il était en Italie d'abord, puis ensuite, c'est vraiment à la chaux-de-fonds qu'il a percé. Il a joué ensuite à Servette, Thun, il a du côté d'Yverdon, donc ouais, il a fait une bonne petite carrière en Suisse, quoi. Vraiment un beau pied gauche, c'était un beau profil de joueur, quoi. Et puis les attaquants, il y en a un qui a joué, qui est neuchâtelois, qui a joué, du côté de Xamax aussi, puis les 2 autres, si vous les trouvez, bravo à vous. Alors le neuchâtelois, c'était Bruno Valente.
Et Oui, puis, oui, oui. les autres attaquants, c'était un Italien, Dino Perdicchizzi et puis Alassane Touré, un avant-centre sénégalais. Et puis le coach du FC La Chaux-de-Fonds, je sais pas si vous en souvenez messieurs, c'était une autre légende xamaxienne. Tac, tac, ça pouvait être peut-être Perret? C'était Philippe Perret. Effectivement, c'était Ouais. je trouve un joli clin d'œil, d'avoir La Chaux-de-Fonds et à ce moment-là, avec Philippe Perret sur le banc, qui puisse quand même être au bord du terrain, pour l'inauguration de ce premier match. C'était un joli clin d'œil, j'avais trouvé. Donc voilà, il fallait pas arriver en retard, hein, pour ce match Varane puisque, dès la deuxième minute de jeu, Massimo Lombardo faisait se lever tout le stade avec l'ouverture du score pour Samatt. Alors on vous le cache pas, les souvenirs sont assez lointains, on va pas vous décortiquer les actions parce qu'on s'en rappelle plus vraiment, on n'a pas vu des images pour nous rafraîchir un petit peu la mémoire. D'après tes souvenirs, Varane, c'était un joli plat du pied droit de Massimo Lombardo, mais on n'a plus vraiment de souvenirs. Si vous vous rappelez des buts, messieurs, dames, n'hésitez pas à nous faire des messages après coup. Donc voilà pour l'ouverture du score et puis ensuite, on assiste un peu à un but gag, hein, juste avant le quart d'heure avec l'égalisation des Chaux-de-Fonnier et puis, c'était Rein alors c'est déjà extrêmement rare, un autogol de ce type-là, mais un autogol de la part d'un attaquant, c'est encore plus rare et puis, je sais plus qui avait tiré dans le dos de Rainer Bieli-Varane, mais, voilà, le ballon, était vraiment rentré de manière un peu random, quoi. Mais est-ce que c'était pas Tsoubi qui lui avait boxé la balle dessus Ouais, c'est ou quelque chose, possible. de ce Je me souviens plus, goût-là? mais en tout cas, c'est un but qui a été attribué à Rainer Bieli comme un autogol et puis voilà, c'était un partout juste avant le quart d'heure. Neuchâtel Xamax reprend les devants à la 24e minute sur un coup de tête de Stéphane Bell qui inscrit à cette occasion son deuxième but de la saison. C'est 2-1. 2-1, c'est le score, à la mi-temps. Et puis à la 50e en deuxième mi-temps, c'est Moreno Merenda qui marque déjà son 8e but, lui, de la saison pour le 3-1. Bastien Nicou, entre-temps entré en jeu, permet à la Chaux-de-Fonds de revenir. Neuchâtel Xamax tremble dans les dernières minutes, mais on en restera là. Victoire de Neuchâtel Xamax, mais à la fin, tous les acteurs sont vraiment contents. Alors Varane, on l'a dit, hein, on se souvient pas forcément des actions ou autres, mais tu te souviens, toi, un peu de l'ambiance générale de ce match et de la physionomie un peu du match. Ça t'a marqué, ça? Alors, pour être honnête, la physionomie, je me rappelle pas tellement, pour être honnête. Par contre, je me rappelle un peu de l'effervescence qu'il y avait et puis, ben, comment moi je l'ai vécu. Donc, bah, c'est vrai qu'il y avait voilà, qu'il y avait une effervescence assez incroyable, d'autant plus que ça faisait quand même 3 ans qu'on attendait ça. Puis après toutes ces péripéties entre Chaux-de-Fonds, et puis, la Pontaise et ben, on se réjouissait d'être dans notre, nouvel écrin. Donc voilà, donc il y avait énormément de monde. Mais après, c'est vrai que c'est assez contrasté parce que ce qui était assez pénible ce jour-là, c'est que bah, nous, bah, on était dans le secteur des 4, donc avec les ultras, on préparait un tifo. Et puis, quand j'ai compris que ça allait être un peu particulier, c'est quand, d'un moment donné, quand on préparait le tifo, juste avant, peut-être 5-10 minutes avant le match, il y a la personne à côté de moi qui me tape sur l'épaule puis qui me fait ouais, mais au fait, il faudrait vous asseoir parce que je vois rien. Puis, en fait, on lui a fait comprendre que non, ben, en fait, nous, on reste debout, quoi. Et qu'au fait, ben voilà, nous, on était des habitués. Et puis, ben, il fallait qu'on s'approprie notre nouveau chez nous. Et puis, au fait, on était entouré d'occasionnels, on va dire, qui étaient venus là pour ce match d'ouverture. Et c'est vrai que c'était une ambiance un peu particulière parce qu'on n'était pas vraiment encore chez nous. Et puis, c'est vrai qu'autour de nous, bah, il y avait plein de gens qui étaient un peu agacés par, bah, voilà, par le fait qu'on soit debout, par le fait qu'on aille des drapeaux, par le fait qu'on chantait. Enfin voilà, c'était un peu bizarre. C'était un peu spécial et c'est pour ça que j'en garde un souvenir, on va dire, mitigé. Ouais, effectivement, je pense que alors i la Maladière n'a pas été remplie à 100 beaucoup de fois, hein, après ce match-là et c'est un match qui a sans doute attiré beaucoup de gens officiels de la ville ou tout simplement des curieux et je pense qu'il y a peut-être quelques personnes qui n'ont jamais remis les pieds,
dans le stade de la Maladière ensuite, c'était juste pour dire: «Voilà, j'y étais» et puis, voilà et participer à l'inauguration, c'est quand même pas tous les jours qu'il y a un complexe sportif qui ouvre dans sa ville, mais il y avait eu en tout cas aussi plus de demandes que d'offres, hein. Tout le monde n'avait pas pu venir dans le stade pour assister à ce match. Donc voilà, c'était une ambiance un petit peu particulière, mais voilà, qui lançait parfaitement aussi cette, 2e partie de saison et on peut se dire à partir de ce moment-là, à part un couac contre, Youngfeld Juventus, sinon, Xamax avait été un véritable rouleau compresseur dans ce 2e tour et avait, du coup acquis la promotion, finalement, en prenant la première place directement sans passer par le barrage. Donc voilà, c'était voilà, un très bon début et puis voilà, l'histoire retiendra aussi, cette belle fête dans le stade de la Maladière et puis, on s'en souvient, Luca Ferro, il nous en a parlé, hein, de ce match. C'est quand même un match qui était resté, dans sa mémoire pour lui, même si à l'époque, il faisait partie de l'adversaire, mais ça avait peut-être aussi motivé à ensuite, accepter l'offre de Neuchâtel Xamax pour venir jouer dans ce stade où il deviendra, vraiment l'idole des supporters, plus tard lorsqu'il sera le titulaire de Neuchâtel Xamax. Donc voilà, ce match, à mon avis, méritait vraiment, d'être dans cette rubrique-là. Pas forcément c'était pas un match mémorable en soi, avec un scénario invraisemblable, avec des buts incroyables, mais par son aspect historique et puis, voilà, qui quand même, mettait fin à plus de 80 ans d'histoire de l'ancienne Maladière et on arrivera tout bientôt, hein, d'ici un peu plus d'une année, ça sera déjà les 20 ans de ce stade, donc on ne manquera pas de marquer le coup, à ce moment-là. Voilà, Osvaldo, toi, tu me l'as dit avant, tu étais pas dans le stade, mais tu avais quand même, suivi un petit peu cet événement, hein? Disons que j'en avais eu vent et j'ai vu les images, on va dire de manière consciente, des années plus tard. Maintenant, personnellement, comme jeune supporter, ce que je peux dire, c'est que j'ai encore une fois, parce que quand j'étais passé comme invité, je vous avais raconté quelle était la personne qui m'avait passé le virus de Xamax. Et c'est vrai que j'ai senti à cette époque-là une énergie, dans les mois qui ont suivi l'inauguration de ce stade, j'ai senti une énergie chez lui, de se rendre vraiment tous les dimanches au stade en tant que supporter, comme énormément de monde en fait. Après, c'est vrai que quand je dis énormément, c'est vrai que la moyenne de spectateurs a très 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 vite baissé, dès la remontée en Super League, déjà sous Bernasconi. Mais on réussissait quand même à avoir par moment, même contre des équipes pas forcément enfin, qui généraient le plus de monde ou le plus de supporters adverses, on réussissait à faire déjà, à le remplir à moitié. Et c'est vrai que ben, moi, je me rappelle très très bien, pour parler d'un autre événement historique, je me rappelle très très bien du premier jour, du premier match de championnat où ce stade a fait guichet fermé contre Saint-Gall en octobre 2009, qui est aussi un autre match qui mériterait peut-être pour cet aspect, on va dire, du guichet fermé qui mériterait peut-être une mention dans nos matchs de légende, parce qu'en plus de ça, beaucoup de buts. Mais non, moi je me souviens surtout pour résumer, de l'énergie enfin, qu'avait suscité ces premières années de Maladière en Super League. Bah oui, c'est vrai que c'était une époque où, voilà, l'influence moyenne était plutôt autour des 6 000 à 7 000 spectateurs, hein, à la Maladière, voire des fois même un peu plus pour des gros adversaires. Donc, voilà, c'est une époque qui nous paraît bien loin actuellement, à l'heure où on vous parle et on vous le dit, vous l'avez senti avec un peu de nostalgie de cette époque Varam quand même. Au-delà d'évoluer en Super League, mais il y avait l'ambiance de la Maladière, c'était quand même quelque chose à l'époque. Oui, oui, non, non, c'était vraiment en fait autre chose. Et puis je me rappelle très bien du match euh, dont Matteo parle contre Saint-Gall, qu'on gagne 4-2, je crois. Oui, exactement. Euh, Mmh. Avec une Maladière en fusion, avec Vutriche qui marque un but incroyable, je crois, si je me rappelle bien, une frappe en pleine lucarne. Bignat aussi. Il avait même... Oui, exactement. Puis ils avaient fait Bignat une... en met un extraordinaire aussi, ce match-là. Ouais. Ouais, ouais, mais Bigna, c'était un sacré joueur.
Et puis, je me rappelle, ouais, ils avaient fait une opération pour remplir le stade. Et à ce moment-là, je crois qu'on est deuxième ou troisième du classement, je crois. En plus, on joue un foot attractif, un beau foot. Malheureusement, ça n'a ça n'a pas duré. Mais c'est vrai que c'était quand même autre chose à cette époque. Il y avait quand même un engouement, un enthousiasme qui s'est quand même largement perdu. Mais voilà, je pense qu'aussi à cette époque-là, on a clairement pris nos marques dans ce stade et puis on s'est clairement approprié ce stade. Et puis maintenant, on peut dire qu'il appartient aux Neuchâtelois et aux Neuchâteloises. Mais c'est vrai que quand on y repense avec le recul, on est quand même nostalgique parce que voilà, on était en Super League, on jouait quand même contre un tout autre type d'équipe. Hein, voilà, on jouait des balles, on jouait des Young Boys. Enfin voilà. Et puis effectivement, on sentait que d'aller au stade, voilà, d'aller au stade avec des 6 000, 7 000, 8 000, voire des fois même 9 000, voilà, c'est autre chose que de jouer euh, contre Rapperswil ou contre Ville avec des 2 000 3 000 annoncés, mais alors qu'on sait qu'il y a peut-être 1 000 voire 1 500, quoi. Donc oui, effectivement, ça nous rend nostalgique cette époque-là, clairement. Et voilà, un écrin moderne, même, au moment où on se parle pratiquement 20 ans après, le stade de la Maladière ne fait pas pâle figure, hein, face à d'autres, stades qui ont été construits, après. Donc voilà, qui demandent qu'à s'enflammer à nouveau dans de grosses affiches. Voilà, messieurs, on ferme cette page du match de légende. On la rouvrira dans un épisode, futur et on passe à la suite du programme. Voilà, on va faire plaisir cette fois-ci, à Julien, un de nos fidèles auditeurs et on va parler du, match de la Nati. Alors, on ne peut pas parler du deuxième puisqu'il n'a pas encore eu lieu évidemment, mais on va parler de cette, victoire, en Suède où on spoile pas, hein, je pense que beaucoup d'entre vous connaissez déjà, le résultat. Mais, on attendait, comme une espèce de confirmation, hein, après avoir vu une Suisse en mode rouleau compresseur lors des 2 premiers matchs, écrasant, successivement le Kosovo et la Slovénie à Bâle. On attendait une espèce de confirmation à l'extérieur cette fois-ci et face à un adversaire, sur le papier d'un tout autre calibre et l'équipe de Suisse Osvaldo a apporté une belle confirmation. On va pas dire une confirmation éclatante non plus, on va rester un peu mesuré, mais quand même une confirmation de ses bonnes dispositions, automnales. Oui, oui, avec le brin de réussite qu'il fallait, le brin de réussite qui est intervenu aussi quand il le fallait. J'ai un petit peu de la peine à formuler ma phrase, mais oui, effectivement, je veux dire, elle est allée jouer en Suède avec beaucoup d'autorité. Elle a failli se faire punir un peu après la demi-heure de ne pas avoir concrétisé plus tôt sa domination, mais la victoire sur l'ensemble des 90 minutes ne souffre absolument aucune discussion. Oui, l'opposition a été d'un tout autre, calibre, hein, quand même, la Suède était sur le papier mieux armée. Elle a eu de bonnes dispositions. Alors même si la Suisse s'est montrée dominante dans les 20 premières minutes et aurait peut-être dû déjà mener au score, mais le brin de réussite, tu l'as dit, a eu lieu, vraiment dans les 25 dernières minutes où, la Suède a frappé sur les montants par Isaac. Alors on se demande encore comment ce ballon n'est pas rentré parce qu'il aurait très bien pu rebondir sur Kobel ou sur un défenseur et quand même finir au fond. Isaac, il a rien fait de faux sur cette action. Et puis surtout après, sur un très bon travail préparatoire de Isaac, qui chipe le ballon et dribble, Akanji et il a distribué un caviar à Bergvall qui doit encore se demander comment il a fait pour rater ça. Messieurs, la saison, elle est encore longue, mais celle-ci, je ne serais pas surpris qu'elle soit dans le top 10 des plus gros ratés de la saison, en tout cas dans le monde professionnel. Il y a certainement des ratés plus légendaires que ça dans le football amateur, mais dans le monde du foot pro, là, Bergvall, il en a fait des cauchemars, c'est impossible, enfin, c'est très compliqué de rater comme ça. C'est plus difficile de s'il avait, ça aurait été plus facile, par exemple, s'il l'avait pas cadré, mais la rater comme ça, c'est assez incompréhensible. Alors Varam, tu as pas suivi le match, mais tu as quand même vu cette action ou bien? Oui, oui, alors je l'ai vu, oui, oui, alors alors c'est la seule chose que j'ai vue du match, c'est ce raté
en highlights. Oui, bah ma foi, ça arrive. Je crois que malheureusement, au lieu d'arriver avec le plat du pied, bah, je crois qu'il marche un peu sur la balle. Ouais, c'est ça. Malheureusement, Il ouais. la remet Alors derrière, il peut même pas la heureusement, récupérer en deuxième intention pour la finir, quoi. En fait, il se l'enlève c'est à ça. lui-même, quoi. C'est ça, c'est qu'au fait, il a fait un sauvetage défensif, contre son gré. C'est assez tragique parce que voilà, bah, je pense qu'il se dit: «Bon, bah, je vais la mettre au fond» et malheureusement pour lui, bah, il marche sur la balle, quoi, donc ouais, ça peut arriver même à des joueurs pros et en plus à Bergwald qui est un excellent joueur qui joue à Tottenham en plus, donc c'est pas Ouais. n'importe qui. Mais ma foi, quand ça veut pas, quoi. Très clairement et puis, début de deuxième mi-temps, relativement équilibré. Les 2 équipes ont leur chance, mais on sent quand même, que l'équipe de Suisse est un peu plus sereine que la Suède, un peu plus sûre de son jeu et puis, même si ça intervient sur une balle arrêtée, en l'occurrence un penalty, l'ouverture du score n'est pas imméritée. Alors je voulais avoir ton avis Osvaldo. Tu parlais avant du petit côté de réussite, alors sur cette action, on peut parler de la réussite par rapport à l'arbitrage. Il n'y avait pas grand chose, hein, sur Djibril Sow, sur cette action. Il y a des arbitres et des arbitres, de VAR qui n'auraient pas accordé le penalty sur cette action. Oui, oui. Maintenant, c'est finalement, moi, j'ai tendance à dire que la réussite, finalement, se provoque et quand elle arrive dans des périodes où tout réussit à l'équipe qui bénéficie de cette réussite-là. Et finalement, pour moi, ces qualifications prennent quand même de manière générale, hein, une tournure parce que malheureusement, j'ai pas regardé ces matchs avec la plus grande attention, mais si je vois en finale après à la fin de la première moitié de ces qualifications, mais qu'il y a eu 3 matchs sur 6, j'étais certainement le dernier à imaginer que la Suisse compterait, 3 matchs, 9 points, à ce stade, vu les nombreuses incertitudes qui régnaient, à la fin de l'été. Ouais, effectivement et bon, du coup, il y a ce penalty. Tu as pas vraiment répondu à ma question, mais c'est pas Ouais, grave. parce que j'ai pas une image très claire du Ouais, il s'est fait penalty. un peu crocheter au moment, où il passe à côté, une petite poussette aussi, mais voilà, il y a des arbitres qui n'auraient pas donné ou alors la VAR serait revenue en arrière. Et puis, au moment où Granit Xhaka, prend le ballon, on se dit: «Ouh là, moi j'avais pas souvenir». J'ai dû attendre le commentaire de David Lemos, pour dire que Xhaka n'avait pas tiré de penalty depuis un très long moment. D'habitude, c'était Brelem Bolo, hein, qui a tiré les derniers penaltys de la Suisse et je me suis dit: «Ouh là, Xhaka, il est en mission» et avec lui, ça passe ou ça casse. Fort heureusement pour nous, il transforme avec autorité en tirant en plein centre très fort. Le gardien, suédois était parti sur sa gauche, c'est 1-0 et puis dès lors, à part un deuxième raté un peu moins énorme, mais quand même pas assez conséquent de Bergvall, l'équipe de Suisse n'a pas tremblé et elle assure définitivement sa victoire de nos temps additionnels avec un bel effort de Yohan Manzambi qui a fait une entrée remarquée. Il en avait déjà fait plusieurs, hein, depuis qu'il est sélectionné par Murat Yakin. Osvaldo, au moment où il reçoit le ballon sur ce côté droite, on est loin d'imaginer qu'il va aller quasi tout droit et puis marquer le 2-0. On s'attendait à ce qu'il conserve un peu la balle, mais non, lui, il y va et donne le but de la sécurité. On a beaucoup aimé cette attitude de Manzambi depuis son entrée. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé. Du coup. Alors bon, Osvaldo, je t'avais sollicité, mais c'est pas grave. Voilà, donc 2-0 et puis, Je suis là, désolé, pas de souci. j'avais coupé mon micro. Donc je disais, ouais, c'est vrai que, ben, ça fait partie de l'insouciance de la jeunesse et que finalement, ben, voilà quoi, il y va aussi en se disant certainement, ben, il reste quelques petites secondes et puis, il voit certainement un espace dans lequel s'engouffrer et puis, il se pose pas tellement de questions et finalement, c'est ce qu'on demande à un joueur, dans la dernière phase et dans la dernière tranche du terrain en phase offensive, c'est d'oser. Et c'est ce qu'il fait magnifiquement bien et l'audace en question, elle est récompensée avec ce but. Ouais, effectivement et puis voilà, 2-0. Alors peut-être que, le score a des proportions un peu trop sévères pour la Suède qui honnêtement, ils doivent encore se demander comment ils ont pas marqué au moins un but
dans ce match. Mais la victoire suisse était quand même méritée, tu le disais Osvaldo, avec plus de certitude, plus de sérénité, plus de maîtrise quand même dans le jeu. Là où les Suédois, voilà, ont fonctionné par coup d'éclat. Alors ils ont une attaque, qui est quand même assez incroyable, hein, Isaac, Gyökeres, c'est pas n'importe qui. Mais on les a quand même relativement bien contenus et la victoire est assez logique. On est quand même impressionné, Osvaldo, par la sérénité, que dégage cette équipe de Suisse qui contraste beaucoup avec ce qu'elle a présenté, dans les qualifications pour l'Euro et après l'Euro. Il y a aussi eu quelques matchs pas folichons. 3 matchs, 3 victoires, 9 buts marqués, 0 encaissé et une possible qualification déjà au 4e match en cas de victoire à Ljubljana contre la Slovénie et de défaite ou match nul du Kosovo en Suède, ce qui est un scénario tout à fait probable, hein, vu ce que les équipes ont présenté. C'est assez inattendu, mais sur ce qu'on a vu, de la Suisse, de ses adversaires et des matchs entre ses adversaires aussi, la Suisse est indubitablement, pour l'instant, le meilleur collectif dans ce groupe, Osvaldo. Oui, oui, bah, elle démontre finalement une régularité que d'autres équipes n'ont pas démontré. Et moi, quand on revient au début de la qualification, on avait fait un point d'ailleurs avant les deux premiers matchs où on disait que c'était important de faire le plein de points avant un match qui s'apparentait déjà décisif en Suède. Et en fait, on avait fait ces calculs-là parce qu'on voyait la Suède quand même relativement forte, sûre d'elle. Elle a finalement connu des circonstances qu'on a détaillées déjà dans la mini preview qu'on a fait le week-end dernier, dimanche dernier, de ce match. La Suisse a su en profiter. Maintenant, ce que tu décris, c'est que avec cette équipe de Suisse, elle a beau avoir connu une génération qui a fait deux quarts de finale d'Euro consécutifs. Pour moi, c'est toujours un peu perturbant parce qu'on ne sait jamais vraiment totalement. Enfin, quand ça marche bien, on ne sait pas jusqu'à quand. Au moment où elle rentre dans un moment de méforme, on ne sait jamais trop quand elle va en sortir parce que des fois, ça se prolonge dans des proportions qu'on imagine difficilement avec la qualité de ses joueurs. Donc elle est assez difficile à suivre malgré le fait que cette génération nous ait procuré beaucoup de joie. Mais c'est compliqué, évidemment, effectivement, de savoir comment naviguer avec cette équipe et où elle va, quoi. Là, franchement, je pense qu'il y a très très peu de Suisses qui s'attendaient à faire 3 matchs 9 points à la moitié de cette phase de qualification. Oui, effectivement, parce que, je pense qu'au début de la qualification, les gens se disaient: «Bon, battre la Slovénie et le Kosovo à domicile, ben, oui, si tu veux espérer te qualifier en tant que premier groupe». Beaucoup de gens se seraient aussi dit: «Oh ben, revenir d'un point de Suède, ça serait pas si mal que ça, ce serait pas une si mauvaise opération que ça». Ça ne l'aurait pas été, hein, même si on n'avait pas gagné, là, on serait quand même dans une position confortable. Mais là, il reste 9 points en jeu, on a 5 points d'avance sur le Kosovo. Ça veut dire que, la Suisse a plusieurs jokers et obligerait le Kosovo à faire un quasi parfait pour la fin. Alors, rien n'est perdu pour la Slovénie et la Suède non plus, hein, mais avec 8 points de retard pour la Suède alors qu'il en reste 9 en jeu, ben, il faudrait un sacré concours de circonstances pour qu'ils passent. Et puis, pour la Slovénie, c'est mal barré aussi, donc vraiment une position ultra favorable. Et puis, on est un peu d'accord avec ce qui a été dit sur le plateau de la RTS, suite au match. La question, c'est pas de savoir si la Suisse va se qualifier en premier. Maintenant, c'est quand est-ce qu'elle va composter son billet? Est-ce que c'est à la 4e, 5e ou lors de la dernière journée? Mais, si la Suisse, voilà, fait preuve de beaucoup de sérieux et ils en feront preuve, j'en ai aucun doute. Ils vont essayer de la composter déjà lundi. Ça ne dépend pas que d'eux, hein, on l'a dit, mais même avec une victoire et une victoire du Kosovo, on serait à +5 alors qu'il resterait, 6 points en jeu, donc autant dire très, très confortable. Donc voilà et puis peut-être Murat Yakin aussi, s'il peut aborder, ces matchs de novembre sans pression, s'il peut laisser au repos quelques cadres qui se plaignent souvent, hein, d'avoir une saison très, très longue et bien, je pense qu'il va pas s'en priver. Peut-être déjà de tester aussi certaines options à certains postes,
à certains postes clés. Donc voilà, on crache pas sur, cet aspect-là non plus, si on peut laisser, voilà, quelques joueurs importants au repos, alors qu'on n'a plus besoin forcément de faire le résultat, eh bien, ce serait toujours une bonne chose. Donc voilà, la réponse au moment où on enregistre dans un petit peu plus de 24 heures puisque le match aura lieu, lundi, 13 octobre je crois que c'est aussi à 20h45, hein, l'horaire prévu. Donc voilà, d'ici un peu plus d'un jour, on en saura plus sur l'issue de cette quatrième journée et puis, les chances si la Suisse n'est pas qualifiée, ses chances devraient considérablement augmenter. Je crois que seule une défaite à Ljubljana conjuguée à une victoire du Kosovo, mettrait un petit peu le doute. Mais voilà, on verra bien si ce scénario se produit ou pas. On vous parlera de ça, brièvement lors du prochain épisode. Voilà, messieurs, on peut passer à la rubrique suivante. J'ai fait un petit sondage cette semaine pour savoir quel championnat vous souhaitiez, qu'on traite prochainement, quel grand championnat européen vous souhaitiez qu'on traite prochainement après, la Première Ligue et la Liga espagnole et puis, ça s'est joué, pas du tout de manière serrée, hein, puisque 48 des votants ont choisi de parler de la Serie A italienne, donc qui d'autre que nos 2 spécialistes de la Serie A pour parler de ce championnat. Mesdames, messieurs, installez-vous confortablement dans votre canapé, servez-vous un petit verre de Chianti ou une petite bière Moretti si vous préférez ça. Sortez les grissini, la bruschetta et on va parler Osvaldo et Varam vont vous parler peut-être du championnat qu'ils suivent le plus avec, le championnat suisse, le championnat de leurs, origines. Vous le savez, leurs 2 clubs favoris sont dans ce championnat. Alors messieurs, je compte évidemment sur vous pour pas trop faire parler, le cœur, mais faire aussi valoir toutes vos capacités d'analyse footballistique pour, nous, proposer une preview de la Serie A italienne version 2025-2026 le plus objective possible. Alors, peut-être qu'on va faire ça un peu en ping-pong, mais voilà, Varam ou peut-être je vais commencer par toi Osvaldo. Tu vas commencer par citer un club que tu vois briller cette année, capable d'aller accrocher le titre et puis ensuite on ira un peu en ping-pong comme ça vous réagissez entre vous 2. Ça vous va comme programme? Et puis ensuite, Ça me s'il y a va. des clubs qui n'ont pas été cités, eh bien ensuite vous pourrez également les citer. Alors Osvaldo, cite-nous un club que tu vois très bien figurer cette année en Serie A pour aller cueillir le titre et pourquoi? Alors, je vais pas être très très original. Je pense que le Napoli a fait quand même un mercato qui doit, à la base, je veux dire qui doit inspirer la méfiance pour les clubs adverses. C'est-à-dire que, ben, on sait qu'ils ont pris, notamment Kevin De Bruyne, on sait qu'ils ont quand même une équipe, championne d'Italie en titre qui a réussi à conserver, son entraîneur. Ce qui n'est jamais évident puisque Antonio Conte est une vraie bombe à retardement. On sait jamais trop quand est-ce que ces frasques vont débuter. Mais c'est une équipe qui garde quand même un très très bon effectif et qui reste sur une très très bonne lancée avec son titre de champion. Le seul petit bémol que j'ai, c'est à quel point est-ce que la Coupe d'Europe va lui enlever de l'énergie, parce que l'année passée, ils n'étaient pas qualifiés pour la Coupe d'Europe. Et à quel point est-ce qu'éventuellement, parce que Conte est un spécialiste de ça, est-ce qu'ils vont vouloir sortir le plus vite possible de la Ligue des Champions pour se consacrer uniquement au championnat. Et de ce point de vue, enfin, si ça devait arriver par exemple à la fin de l'automne, pour moi, ils deviendraient à ce moment-là d'autant plus dangereux. Ouais, Varane, tu vois avec Osvaldo, Napoli a les armes pour, tenter de faire le doublé? Oui, clairement, c'est l'équipe favorite, je crois, et de très très loin. Bah déjà, c'est les tenants du titre, donc très souvent, bah, le tenant du titre, il remet sa couronne en jeu, ce qui fait que, ben voilà, c'est l'équipe favorite. Aussi à préciser que
Ils ont fait un mercato où ils ont pu avoir le temps, notamment de faire le mercato, s'y prendre à l'avance, parce que Naples, c'est un club qui est très très bien géré, malgré le fait que le président De Laurentiis n'est pas toujours un exemple de sympathie. On ne peut pas lui enlever que c'est un excellent gestionnaire, et Naples a des comptes super clean, en ordre. Donc voilà, donc ils ont pu se renforcer. Maintenant, j'ai deux petites interrogations sur cette équipe de Naples, notamment De Bruyne. J'ai l'impression que c'est plus un cadeau empoisonné qu'autre chose. Pour la simple et bonne raison que Conte, pour l'insérer dans son 4-3-3, il a dû déplacer McTominay, ailier gauche, ce qui fait qu'il est passé d'un espèce de 4-3-3 à un 4-1-4-1. Et ce qui fait que je trouve que McTominay est vraiment gâché un petit peu dans ce rôle un peu de faux fait ailier, et qu'il était beaucoup plus efficace en demi intérieur, et que j'ai l'impression que De Bruyne en plus c'est pas du tout un joueur profil Conte. J'ai l'impression que c'était plus le cadeau du président. Donc voilà. Donc, je suis un peu sceptique sur cette option tactique-là. Et puis, Matteo l'a dit, mais connaissant Conte, moi, je pense qu'il va pas trop se fouler en Ligue des Champions, et que s'il devait sortir assez rapidement, il en ferait pas un drame. Et connaissant la bête, je pense qu'il va vraiment tout miser sur le championnat pour gagner un énième Scudetto. Très bien. Maintenant, Bahram, du coup, parle-nous d'un deuxième club que tu vois potentiellement être capable d'aller accrocher le titre, décrocher le titre plutôt. Bah, peut-être pas décrocher le titre, mais en tout cas, je pense qu'il va vraiment embêter le Naples. Ben, je pense tout simplement à l'Inter, parce que c'est vrai qu'il y avait pas mal d'interrogations quand même après le départ d'Inzaghi, puis après cette finale. Mais pour l'instant, je trouve que l'Inter répond très bien. Il y avait aussi eu, comme on dit, quand Inzaghi est parti, ça parlait de Fabregas, et puis finalement ils sont allés sur Kivu. Et paradoxalement, même si Kivu a moins d'expérience que Fabregas, je pense que c'est un meilleur choix, parce qu'avec Fabregas, ils auraient dû beaucoup trop, à mon avis, révolutionner tactiquement leur jeu. Donc voilà, donc Kivu a eu pour l'instant, je trouve, l'intelligence de garder le 3-5-2 que Simone Inzaghi avait mis en place. Et puis, il y a eu des recrues. Ils n'ont pas fait beaucoup de recrues, mais je pense qu'ils ont recruté intelligemment avec des jeunes prometteurs, notamment un jeune attaquant français de Parme, Boni, qui fait un excellent début de saison. Il y a le jeune Pio Esposito qui a fait une bonne saison de Série B, qui là a été appelé en équipe première, et il a marqué contre l'Estonie. Ils ont aussi un milieu de terrain, un jeune croate, Petar Suzic, qui est un joueur très 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 intéressant. Et puis derrière, ben, ils ont ni plus ni moins pris quand même Akanji, qui est un top défenseur. Et puis, ce qui fait la grande force de l'Inter, c'est que bah, je pense que c'est l'équipe qui joue le mieux au foot en Italie, pour la simple et bonne raison que c'est l'une des seules équipes en Italie qui sait jouer avec ballon. Parce que malheureusement, comme je l'ai surnommé affectueusement, la Serie A, c'est un peu la Banana League. Ça veut dire que c'est du foot assez modeste, hein. Il y a très peu d'équipes qui proposent du foot quand même agréable. Et l'Inter, c'est une équipe qui sait jouer sans ballon, mais aussi avec. Et que quand l'Inter carbure à fond, bah là on l'a vu contre la Cremonese juste avant la pause des équipes nationales, ils jouent à un rythme et à une vitesse que les autres équipes n'arrivent pas au fait à suivre. C'est la seule équipe qui est de Serie A qui arrive à jouer avec un rythme et un niveau européen. Et d'ailleurs, ils ont eu un début de saison un peu malheureux, parce que bon, ils se sont fait cueillir à froid contre l'Udinese, et puis ils ont perdu un match contre la Juve qu'ils auraient jamais dû perdre, et que je pense que si on rejoue 9 fois le match, ils le gagnent 9 fois. Donc voilà, donc ils ont eu un début un peu malheureux, mais il me semble quand même que niveau jeu, ça reste clairement l'équipe qui propose le meilleur football en Italie. Osvaldo, évidemment, tu vas être d'accord avec Varam, l'Inter a de quoi bien figurer dans ce championnat. Oui, mais au-delà du jeu qui finalement a été une constante finalement d'Inzaghi depuis, enfin surtout son passage, hein, parce qu'il faut quand même pas oublier
qu'au XXIe siècle, il y a très, très peu d'entraîneurs qui ont passé 4 saisons consécutives sur le banc de l'Inter. Et même avant, hein, je veux dire, même dans les années 90, pour avoir un peu vu, une vidéo à ce sujet-là, il y en a très, très peu qui ont duré sur ce banc. Au-delà de ça, moi, il y a un autre aspect qui est quand même super important et Varane t'en a parlé avant, c'est la profondeur de banc qui, moi, personnellement, cette saison me semble plus importante que la saison passée. Il y a qu'à voir, ben, le dernier match contre la Cremonese, c'est que finalement, ben, OK, ce n'est certainement qu'une équipe de bas de tableau, mais faut voir que la saison passée, contre n'importe quelle équipe contre laquelle l'Inter alignait ses remplaçants, ça souffrait, mais mille mots pour gagner le match. Pour avoir été personnellement voir notamment le Young Boys Inter en Ligue des Champions, je l'ai bien vu. Et là, ben, tu as parlé de Boni avant, Varam. Contre la Cremonese, l'Inter gagne 4-1. C'est un but et 3 passes décisives de Boni. Ça, j'ai jamais vu en 4 ans un remplaçant style Correa le faire. Je n'ai jamais vu Arnautovic le faire. Donc ça veut dire que sur la base de ce début de saison, l'Inter a des titulaires. Évidemment que l'équipe elle est de très très bon niveau. Mais il y a, selon moi, les remplaçants à pas mal de postes clés pour peut-être ne pas arriver au mois d'avril, à la fin avril, début du mois de mai, la langue dehors à ne plus pouvoir avancer. Donc moi, je me baserai exclusivement sur la profondeur de banc qui, selon moi, est plus importante que la saison dernière. Très bien. Une troisième équipe, Osvaldo, que tu vois bien figurer dans ce championnat? Je vais dire ben, les voisins du Milan AC parce que, en fait, ça n'a pas grand-chose à voir avec ben, le recrutement qui a été fait ou bien le changement d'entraîneur. Mon but n'est surtout pas de faire pousser des boutons à Varane. Mais il y a quand même un aspect qui, enfin, ces dernières saisons en Italie, a beaucoup, beaucoup aidé. C'est le fait que Milan soit complètement exempté de la Coupe d'Europe. Et en fait, ils sont passés tellement à côté de leur saison la saison passée que déjà, faire pire, ça voudrait dire pratiquement basculer dans la deuxième moitié du tableau de Serie A. Et très honnêtement, ce serait très grave. Et en plus de ça, parce que justement, bah, pendant que toutes les autres équipes se fatiguent en Ligue des Champions, eux, ils ont le match par semaine. Et dans ce début de saison, ça s'est quand même vu qu'au niveau des résultats et de la dynamique, ils ont l'air d'avoir une autre énergie. Et que certainement que d'être exempté enfin, pendant une saison complète de la Coupe d'Europe et d'avoir du coup cette année un peu laboratoire avec Allegri pour pouvoir repartir, je pense que ça sera certainement un point fort du Milan AC cette saison. Vam, on connaît tout ton amour, pour, Max Allegri, mais, est-ce que tu vois le Milan bien figurer lors de cette saison? Bah, disons que je suis assez d'accord avec Matteo. Pour moi, c'est la troisième force du championnat. Moi, je les vois assez arriver là. Alors évidemment, donc on a déjà les trombones de la propagande qui nous font le coup que Max est un génie. Non, Max n'est pas un génie. Simplement, c'est que ben, comme d'hab, ben, il met le bus. Et puis, ben, il a la chance cette année d'avoir un phénomène au milieu qui a 40 ans qui s'appelle Luka Modric. Et puis, il a la chance aussi devant d'avoir un excellent joueur qu'on parle très peu qui s'appelle Pulisic. Et que pour l'instant, ça bétonne derrière et puis ça donne les clés à Modric et puis à Pulisic. Donc pour l'instant, c'est solide sans être incroyable, malgré, malgré la grande propagande et la machine médiatique qu'il y a toujours derrière cet entraîneur. Donc voilà, en plus le fait qu'ils aient pas les coupes, c'est un énorme avantage. Euh, Maintenant, bah voilà, le point d'interrogation, ça va être de savoir quand est-ce que le bon Max va dégoupiller, parce qu'il est capable aussi de complètement péter un câble, de perdre la moitié du vestiaire. Il faudra voir aussi si les joueurs offensifs, au bout d'un moment, ils en auront marre de faire des courses de 50 mètres et de jouer à 50 mètres du but. Alors là, pour l'instant, vu que Milan a eu une saison l'année passée qui était vraiment cauchemardesque, alors là, évidemment, on a l'impression qu'ils sont allés en
pèlerinage, qu'ils ont vu la Vierge. Mais il faudra voir quand même sur le long terme comment ça se passe. Notamment, il faudra voir aussi comment ça se passe Léao avec Max, parce qu'apparemment, ça grince déjà des dents. Donc, il faudra voir aussi quand le vestiaire, comment il va gérer le vestiaire, parce que l'année passée, ça a été un énorme souci. Donc, il faudra voir. Mais normalement, le fait qu'ils jouent pas les coupes et que cette équipe a quand même de la qualité, parce que ils ont quand même un milieu avec Modric, il y a quand même Loftus-Cheek, il y a quand même Fofana, euh, il y a Shari qui est blessé. Enfin voilà, je veux dire, au milieu, ça a quand même de la gueule. Et puis devant, ben, ils ont quand même des bons joueurs. On a Nkunku qui est sur le banc. Donc voilà, normalement, le Milan devrait retrouver la Champions League à la fin de cette saison. Il y a quand même un joueur qu'on va suivre tout particulièrement, hein, au sein du Milan AC, messieurs, c'est bien évidemment Zakaria Tekame. Un transfert un petit peu, surprise, par sa rapidité, hein. On pensait qu'il allait faire encore une saison, du côté de Young Boys ou une partie de la saison. Mais on va suivre, son évolution. Alors il a un petit peu de temps de jeu, en fin de match et puis, j'aurais pu le mentionner dans la rubrique précédente, mais il vient d'avoir sa première convocation avec l'équipe A. On l'a appris, hein, Isaac Schmitt est légèrement blessé, ça expliquerait pourquoi, il a été appelé. Et puis, ben, voilà, Zakaria Tekame, voilà, il peut gentiment faire sa place dans ce collectif, messieurs, vous êtes d'accord? Clairement, bah, c'est en même temps dans une équipe qui repart de zéro comme ça, tu as clairement ta chance de pouvoir faire ta place, je pense. C'est au-delà de ce que au-delà de ce qu'on avait dit et de ce dont on avait parlé quand on avait parlé de son transfert au moment où il a été officialisé. Je pense que, je veux dire, Milan, on repart tellement. Enfin, faut se rendre compte que ce club qui a quand même 7 Ligues des Champions, je veux dire, il y a eu un trou où entre 2000, je crois, 14 et 2022, il y a eu 8 ans sans participation à cette même Champions League. Et même le petit sursaut qui a eu lieu avec Pioli, avec la victoire de ce Scudetto, a été cette espèce de feu de paille, et un espèce de feu de paille, et on a l'impression qu'en fait c'est un champ de ruines perpétuel, ce club. Je vois vraiment aucune ligne directrice. Enfin, en tant que personne qui regarde ça en tant que supporter rival, je veux dire, si Varane, tu te plains certainement à raison peut-être du manque de vision à long terme à la Juve. Franchement, Milan, c'est pas beaucoup mieux, hein. Et c'est même, je veux dire, c'est même le genre d'équipe où bah, oui, tu vois quelques joueurs à un très très bon niveau égarés, mais qui finalement finissent un jour ou l'autre par quitter le club parce qu'ils ne voient ils n'ont aucune vision d'avenir. Donc, je pense que Zach, en tout cas pour une première expérience à l'étranger, pourrait tomber dans un contexte où ce serait certainement pour moi beaucoup plus difficile de prendre sa place parce qu'il n'y a aucun joueur actuellement à Milan qui peut, enfin, il y en a très très peu qui peuvent se considérer comme des superstars intouchables, inamovibles du 11 titulaire, hein. Oui, Pulisic en fait partie, mais moi j'en vois pas enfin, qui déborde autant que ça. Donc, Ouais, je pense que Mike Maignan, bon, c'est le poste de gardien, mais Mike Maignan, il est intouchable. Mais, ouais. oui, même c'est plus, pour moi, c'est déjà même plus c'est plus le gardien infranchissable qu'il était à son arrivée, hein. Il a aussi, lui aussi eu ses hauts et ses bas comme Ouais, d'autres mais gardiens. il a pas de concurrence. On lui a pas donné vraiment de Non, il concurrence n'y a pas pour de l'instant. concurrence, absolument Non, pas. Non, c'est clair, mais c'est clair. après, sur Maignan, c'est plus les blessures, parce que tu vois ce qu'il arrive encore à sortir sur Gatti, c'est hallucinant, quoi. Parce que le mec, je veux dire, il a eu pas mal de petites blessures, mais quand il est au top, c'est franchement un gardien qui est fabuleux, quoi. Franchement, il a des réflexes qui sont hallucinants, il est fort au pied, il est bon en sortie basse, sortie haute. C'est vraiment un top gardien, hein. Ouais, ouais, c'est le top 5, voire le top 3 mondial, hein, sans aucun doute possible. Vaham, encore une équipe pour toi qui peut figurer, dans le haut de tableau, à défaut peut-être d'arracher le titre?
Bah, disons qu'après, je dirais que pour la quatrième place, ça va être une course à 3. Une course à 3 entre la Juve, la Roma et puis l'Atalanta. Moi, je pense que ça va se jouer un peu sur ces. Ça va être trois équipes pour le dernier fauteuil en Champions League. Donc, je crois que ça sera plus ou moins ces équipes-là, quoi, Et à ton qui avis, vont qui jouer va pour la sortir son Champions League. épingle du lot? Qui va arracher cette quatrième place entre les 3 clubs que tu cites? Lequel est le mieux armé selon toi pour finir, potentiellement derrière le top 3 que vous avez cité? Bah, c'est compliqué parce que je te dirais que nous, à la Juve, on aurait clairement l'effectif pour, mais malheureusement, on a de nouveau un propriétaire qui, quand il fait des révolutions de palais, il rate chaque fois son timing. Et puis ce qui fait que ben, normalement, notre big boss sportif, Comoli, qui normalement aurait dû arriver, qui aurait dû arriver ce printemps, il arrive que finalement au mois de juin, qui fait qu'il n'a rien le temps de mettre en place et de préparer, mais qu'avant qu'il arrive, Chiellini voulait lui faire venir Conte. Enfin voilà, enfin, c'est le chaos. Donc normalement la Juve aurait les joueurs pour, mais le problème c'est qu'en coulisses c'est vraiment Dallas, donc c'est du grand n'importe quoi. Et on s'est retrouvé avec un entraîneur qui n'est pas un mauvais entraîneur, qui normalement c'est un peu le rêve de sa vie d'entraîner la Juve, mais apparemment il a pas le physique du rôle. Il est en train de nous faire du Allegri 2.0, alors que normalement c'était un entraîneur qui était plutôt euh, assez offensif. Et là, il est en train de nous mettre le bus, de spéculer sur des buts qui tombent d'actions faites individuelles. Et j'ai bien peur que si on continue avec ce trend et qu'on continue avec cet entraîneur pour la Juve, ça me semble compromis. Mais voilà, je te dirais que effectif, ça serait clairement la Juve, mais le problème, c'est que dans ce club, il y a un tel chaos depuis maintenant, on va dire 2017, depuis la deuxième finale de Cardiff, que je suis même pas sûr cette année que parce que ça fait longtemps qu'on joue avec le feu et un jour on va finir par se brûler. Et cette année, j'ai un gros doute sur le fait que qu'on joue la Champions. Et puis, bah, j'hésite entre la Roma et puis l'Atalanta parce que la Roma, pour l'instant, Gasperini, c'est pas encore son jeu, mais on voit déjà qu'il a déjà amené un petit peu sa patte. Et puis surtout que la Roma a fait un mercato assez médiocre, mais bon, ils ont un entraîneur qui peut clairement rectifier le tir. Maintenant, si la Roma devait faire deux, trois investissements cet hiver, il pourrait être très 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 dangereux. Et puis, bah, il y a toujours l'Atalanta, même si ils ont perdu gros en perdant Gasperini. Ils ont fait un mercato un peu moins ambitieux. Ils ont perdu Retegui. Ils ont recruté, on va dire, moyen. Mais par contre, ils sont toujours dans le coup. Et puis, ils ont eu l'intelligence de remplacer Gasperini par un maître, par un des élèves de Gasperini, qui est Djuric, qui sort de deux saisons compliquées, mais qui a été entraîné par Gasperini, qui a été l'un de ses assistants à Gênes. Et donc, du coup, il reste un peu dans cette même lignée. Donc, finalement, c'est un choix cohérent. Donc, je pense que l'Atalanta sera assez dangereuse, même si en défense, ils ont quand même énormément de blessés. Et je pense que cet hiver, il va falloir qu'ils investissent quand même parce que derrière, la couverture est un peu courte. Mais s'ils devaient faire deux, trois bons transferts cet hiver, ils pourraient être assez dangereux. Très bien, Osvaldo, est-ce que, tu es d'accord avec cette analyse de Varane pour les places 4 à 6 ou est-ce que tu vois d'autres clubs potentiellement, se faufiler dans ces places européennes? Alors moi, je vais jouer une carte un peu spéciale, quoique pas trop spéciale, parce que finalement, c'est un club qui récemment a retrouvé la Coupe d'Europe et qui, pour moi, se maintient à un bon niveau. Puis finalement, il y a tellement d'incertitudes entre la Juve, la Roma, oui, Gasperini, très très grand entraîneur, mais c'est la première fois qu'il retrouve un banc quand même avec une pression autre qu'à Bergame depuis très très longtemps, et on sait un petit peu comment ça se passe à Rome.
tu jures amour au club, tous les supporters te kiffent, mais il suffit que tu fasses 2-3 résultats qui vont un peu moins bien et que tu commences à râler, ils se retournent vite contre toi. Moi, je vais jouer pour la quatrième place, puisque de toute façon, ça va être une course assez ouverte et il y a beaucoup d'incertitudes de tous les côtés. Je vais être, je vais oser et je vais jouer la carte Bologne. Parce que finalement, ce club m'impressionne et me surprend dans la régularité dans laquelle ils ont réussi à maintenir un bon niveau, finalement, depuis la qualif en Ligue des Champions. Ils ont gardé des joueurs intéressants. Et pour moi, c'est pas du tout impossible. Pour moi, je les vois de nouveau européens cette année et je trouverais même pas tant fou que, que ça atteigne la quatrième place. Après, pour la course à l'Europe, évidemment que la Juve est dedans, mais je suis d'accord avec Varane, il y a très très peu pour moi, il y a très très peu de garanties sportives que ça aille en Ligue des Champions. L'Atalanta est clairement dans le coup, et puis je rajoute quand même une autre équipe qui est sur un projet quand même ultra cohérent et avec pas mal de moyens pour un club qui est monté il n'y a pas si longtemps que ça. Com va casser va casser les pieds fin, dans la zone course à la Coupe d'Europe. Mais là, j'englobe vraiment place Europa League et place Conference League. Je pense que avec le projet de jeu de Fabregas, c'est aussi une équipe qui va certainement avoir une ascension beaucoup plus rapide et violente que pas mal de promus ces dernières années en Serie A, juste du fait des moyens qui existent. La saison passée, je regardais avec délice à chaque fois quelle était la star de cinéma américaine qui, euh, qui allait assister à un match à Com. Il y en a eu quelques-unes. Mais au-delà de ça, c'est vraiment une équipe qui se développe avec beaucoup de moyens et ça m'étonnerait même pas qu'il soit dans la discussion pour la course, par exemple à la Conference League, une bonne partie de la saison. OK, très bien, merci messieurs pour cette analyse complète. Alors le début de championnat, hein, la Serie A a déjà disputé 7 journées, semble quand même, voilà, aller vers vos tendances puisque Naples et l'AS Rome se partagent, la tête du championnat. Ils n'ont perdu qu'un seul match et 5 victoires. L'AC Milan est pas loin avec 4 victoires, un nul et 1 défaite. L'Inter est aussi dans le coup à la 4e place. La Juventus 5e, Atalanta 6e, Bologne 7e, Côme 8e. Donc toutes les équipes que vous avez citées sont déjà dans le wagon du haut. J'ai introduit une petite mini séquence dans ce briefing des championnats, messieurs. On aurait pu le faire pour j'ai pas pensé pour les 2 premiers championnats qu'on a traités, mais messieurs, petite question, combien de joueurs suisses évoluent cette saison en Serie A, selon vous? Un nombre déjà. Ouh là là. Oh. Il y en a pas tant que ça, Euh, hein. Je pense qu'il y en a quand on parlera de la Bundesliga, il y en aura beaucoup plus, par exemple. Mais combien, à votre avis? Dites un nombre. Et vous aussi, chers auditeurs. 6-7 peut-être? Oui, Ouais, j'aurais été plus ou moins dans ces eaux-là avec Varane, mais sans ouais, je forcément. pense qu'effectivement, vous êtes pas mal parce que ils sont 10, mais sur les 10, il y en a 3 qui sont vraiment pas très très connus, on va dire, même dans nos contrées, même si on suit le championnat. Alors, on va commencer peut-être avec justement ces 3 joueurs moins connus. Alors, on en a un du côté de Parme, c'est le latéral droit Sacha Bricgui. C'est un joueur qui, Ouais. voilà, qui a été formé du côté du FC Lucerne, qui décidément forme beaucoup de bons joueurs. Du Enchanté. côté de Gênes, on a un gardien qui est déjà, lui, peut-être un peu plus connu. C'est Benjamin Sigrist, hein, puisque bah, il est tout Ah simplement un des oui! championnats du monde junior, hein. Il évolue depuis cette saison, si je ne me trompe pas. Et puis le troisième joueur, c'est un défenseur central. Il est du côté de Pise. Il s'appelle Daniel De Ah oui, Noon oui, de Zurich. de Zurich. Voilà, ça c'est pour les 3 joueurs Ouais, qui ouais. sont connus. Maintenant, il y en a 7 qui sont déjà beaucoup plus connus. Alors un, on l'a déjà cité, c'est bien évidemment Zakaria Tekame. Citez-moi les 6 autres, messieurs. Bah, On va faire possible. Yachari, Yachari du côté Freuler, de Milan, Freuler du côté de Freuler, Freuler, Bologne, Ebicher, prêté à Pise. Ebicher prêté à Pise. Ouais. Akanji à l'Inter. Oui, bien joué. Akanji à l'Inter.
Il y en a encore Euh, un autre à l'Inter. Ah Sommer. bah Sommer, oui, Yann bah oui, Sommer, évidemment. évidemment, ouais. Et puis du coup, il vous en manque plus qu'un seul. Alors il commence à faire son trou, hein. Il est d'ailleurs dans les joueurs convoqués par Murat Ah oui, Yakin. Exactement. Somme. Simon Somme, exactement, ouais. Donc voilà, Yachari, Akanji, Somme, Atekame, Freuler, Ebischer, Sommer, Britchgi, Sigrist et Denoun sont les 10 joueurs qui voilà, défendront, enfin ils vont pas les défendre, mais qui représenteront la Suisse dans le cadre de la Serie A. Donc voilà, on fera peut-être cet exercice pour la Liga et pour la Première Ligue. Ça serait intéressant de les faire quand on traitera les derniers championnats ou dans une rubrique un peu annexe. Voilà, merci beaucoup pour votre expertise du football italien. Je m'attendais à ce que cette rubrique dure beaucoup plus longtemps, mais vous avez quand même su être synthétique. Bravo messieurs, et on passe à la rubrique Oui. suivante. Ouais. La rubrique suivante, c'est le briefing de notre prochain match de Challenge League. Alors, ça se passera le 17 octobre à 20h15 du côté de la Fontenette avec un affrontement contre Étoile Carouge. On l'avait brièvement dit, messieurs, après le match contre le Stade Lozanouchi, à l'issue de notre dernier épisode, l'épisode 11, mais c'est un match déjà charnière dans notre saison et un match de tous les dangers, puisque Étoile Carouge, même s'ils sont toujours 7e au classement et qui comptent 6 points de retard sur Neuchâtel Xamax, sont en train de se réveiller, de développer du beau jeu. Neuchâtel Xamax n'a pas rassuré ses fans à l'issue de ce match contre le Stade Lozanouchi. Voilà, un match charnière. Soit Xamax montre que ce match contre le Stade Lausanne n'était qu'un mauvais pas, ou alors Étoile Carouge confirme ses bonnes dispositions. Mais voilà, c'est un match de tous les dangers. On va pas se cacher, messieurs. Osvaldo, déjà. Ouais, misère de misère, comme je dirais dans ces cas-là, parce que je veux dire, on a réussi à profiter, on va dire, d'un Carouge encore en rodage lors du match aller, on va dire, de cet automne. Parce que c'est vrai que le fait de jouer loin de la Fontenette pendant tout le début de saison, le fait que l'effectif a été passablement remanié, le fait des attentes aussi des Carougeois après cette saison anormalement bonne et exceptionnelle, bah, faisait que c'est toujours un peu dur de confirmer pour un promu. Donc on les avait croisés, on avait croisé leur route dans un contexte pour nous favorable parce qu'on était encore nous sur le train du bon début de saison et eux dans un train inverse. Et là, on les croise dans une période où ils ont failli éliminer Bâle en Coupe de Suisse. Ils se sont quand même bien relancés en championnat. Ils ont retrouvé les murs amis et familiers de la Fontenette, ce qui leur a permis de réenclencher une dynamique. Et au vu de la dernière prestation avant la trêve des équipes nationales contre le Stade Lozanouchi, je m'attends à souffrir au stade de la Fontenelle vendredi soir, messieurs. Varam, même sentiment pour toi, j'imagine. Oui, clairement, oui, non, c'est comme tu l'as dit, c'est un match charnière. On va commencer le deuxième tour. On a malheureusement fini sur une note très mauvaise contre le VSLO. Et puis, ça va être un peu, je pense, le match de la vérité qui va définir qui nous sommes vraiment et quelle saison on va faire. Et puis, ben, moi, j'ai aussi ce sentiment que si on gagne, je pense qu'on peut se remettre comme il faut, on peut se remettre sur la bonne voie. Par contre, si on devait chuter, je sens malheureusement le Xamax Time arriver. Et malheureusement, le risque qu'on plonge est vraiment réel. Et j'avoue que c'est un match qui me fait assez peur. D'autant plus que Carouge, après un début normalement compliqué, hein, on s'attendait à ce que les Genevois aient un début de saison compliqué parce qu'avec la perte de leur coach, ils ont perdu vraiment énormément. Mais de fil en aiguille, ils ont quand même remonté la pente. Et là, ces dernières semaines, ils proposent quand même
assez agréable et en plus d'efficace parce qu'ils ont fait des points. Donc il va vraiment falloir qu'on montre autre chose que ce qu'on a montré contre le Slow. Mais c'est un match où on joue gros et je pense que notre saison va déjà se définir après ce match-là. Oui, 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 je suis d'accord. Le match contre le Slow, enfin voilà, a été vraiment en tout point, négatif et puis on espère que ça va pas être la suite de la saison comme ça. Étoile Carouge, ben, voilà, on les avait vraiment dominés, hein, au match à la Maladière, mais je pense qu'on ne rencontrera pas tout à fait la même équipe. Entre-temps, ils ont encore eu le renfort, enfin l'arrivée de Kevin Buat, hein, qui est à mon avis un joueur, voilà, tout à fait intéressant pour renforcer un projet comme, Étoile Carouge et amener un petit peu d'expérience à cette équipe genevoise. J'ai la sensation que, voilà, Étoile Carouge, ne terminera pas forcément la saison, à cette 7e place. Ils ont les moyens de faire un petit peu mieux avec le jeu qu'ils ont présenté ces derniers matchs. Donc voilà, attention, match extrêmement important. On sait que, voilà, aller jouer sur, le terrain de la Fontenette, c'est jamais simple. C'est pas une pelouse optimale, on va dire, par rapport à d'autres pelouses qu'on peut rencontrer, en Challenge League et puis voilà, c'est une pelouse qui nous a pas du tout réussi, l'année dernière. Donc ouais, on espère vraiment que les Xamaxiens sauront réagir et puis montrer de l'orgueil après ce non-match, hein, contre le SLO, on peut le dire et que, ils montreront que voilà, ils sont une équipe qui va définitivement accrocher le haut du tableau et puis aussi de se donner, une trend relativement positive jusqu'au mois de décembre avec un match de coupe intéressant, qui pourrait nous permettre d'entrevoir encore, éventuellement les quarts de finale derrière. Donc voilà, toutes les raisons de voilà, de se ressaisir. Mais tous les voyants ne sont pas ouverts, hein. L'historique de nos dernières saisons montre qu'on arrive dans une période quand même relativement compliquée et puis on espère que les Xamaxiens sauront trouver les solutions pour inverser cette tendance des dernières années. Mais voilà, on a eu l'impression que le match contre le Stade de Zanouchi pouvait constituer le nouveau départ d'une dynamique un peu plus compliquée, mais on espère qu'ils se ressaisiront directement lors de ce match contre, contre Carouge, même si voilà, ça sera pas forcément extrêmement simple. Un petit pronostic, messieurs? Osvaldo? Allez, on va y aller, entre, on va dire entre optimisme et réalisme. Je vais dire un match nul un partout. Ouais, Varam? Pareil, je pensais au match nul un partout. Ouais, moi je partais sur un match nul un peu moins enthousiasmant, un petit vieux 0-0 des familles. Mais Oh non, voilà, surtout pas. surtout pas. Oui, il peut y avoir des beaux 0-0, hein, comme dit l'expression, Oui, mais mais bon, en Challenge League, il y en a rarement quand même, c'est hein. ça, C'est, les matchs de Challenge League sont rarement des beaux 0-0 quand ils se finissent sur ce score-là. Donc voilà, match déjà très, très important pour, la suite de la saison des Xamaxiens. Voilà, je sais pas si vous avez encore quelque chose à ajouter, messieurs, sur ce match? Si c'est pas le cas, on va passer à la conclusion de l'épisode. La conclusion, elle est très rapide, c'est les remerciements habituels à vous, chers auditeurs, pour nous écouter chaque semaine sur nos différents canaux. Et puis, merci à vous également, mes collègues animateurs, et puis à la semaine prochaine. Bye bye. bye bye. Bye bye, ciao ciao.